Le 26 juillet 1992, la famille Laurent, Marc, 43 ans, cadre informatique, Nadine, 40 ans, professeur de français, Claire, 12 ans, passionné de dessin, et Lucas, 10 ans, admirateur de sciences naturelles, semblaient vivre un dimanche comme tous les autres dans leur pavillon tranquille de Fontainebleau, en lisière de la forêt. Le matin, des témoins les voyaient arroser le jardin, sortir le chien, charger le panier du pique-nique dans la Citroën BX grise stationnée dans l'allée. Cette journée devait être, selon les propres mots de Nadine laissés dans son agenda, une vraie pause loin des soucis, juste pour profiter de l'été et de la famille, appareil photo et caméra VHS chargés pour immortaliser ces instants précieux. Pour Marc, c'était aussi l'occasion de tester la nouvelle caméra reçue pour son anniversaire. Dans l'après-midi, tout semblait paisible vu de la rue. Rire dans le jardin, volets mi-ouverts, rideaux de la cuisine tirés, quelques jouets encore épars dans l'herbe. Les enfants portaient leurs chapeaux de paille et leurs shorts bleus, heureux de s'échapper de la maison avant la rentrée scolaire. Pourtant, ce soir-là, ce tableau de bonheur ordinaire va basculer à jamais. Vers 18 h, une voisine remarque que la lumière reste allumée, alors que le quartier s'assombrit sous l'orage. À 20 h, le chien des Laurent, d'ordinaire jamais seul, aboie de façon inhabituelle sur le perron. La porte d'entrée n'est ni verrouillée ni forcée. Les clés sont suspendues au porte-manteau. La table du dîner dressée, mais rien n'a été touché. Un gâteau maison encore tiède trône sur la table. Le poste de radio diffuse un match de football, mais personne ne répond aux appels du téléphone qui sonnent dans le vide. Inquiets, les grands-parents appellent la police. Les premières vérifications n'apportent rien. Valise jamais bougée, argent et papiers intacts, courrier dans la boîte aux lettres, rien d'emporté, pas de traces de lutte ni d'effraction. Mais le caméscope VHS familial trône sur la commode du salon, cassette insérée, voyant rouge encore allumé. Les policiers ne trouvent aucune lettre d'adieu, aucun signe de projet de départ, aucun témoignage mentionnant une dispute ou difficulté récente. Dès le lendemain, des battues sont organisées dans la forêt, les plans d'eau sondés, la voiture est signalée comme recherchée. Mais la famille semble s'être volatilisée. Avant de continuer cette histoire, indiquez en commentaire de quel pays et ville vous écoutez cette histoire. L'enquête de la gendarmerie s'intensifie immédiatement sous la direction du brigadier-chef Michel Dubois, un homme d'expérience qui avait déjà traité plusieurs affaires de disparition dans la région. Tous les proches, amis, collègues et relations de la famille Laurent sont interrogés minutieusement. Marc était apprécié dans son entreprise d'informatique, sans problème professionnel apparent. Ses finances étaient saines, aucune dette significative. Pas de liaison extra-conjugale connue. Nadine, investie dans son travail d'enseignante, était respectée par ses élèves et collègues, participait activement aux activités du quartier, organisait des sorties pour les enfants du voisinage. Claire et Lucas étaient d'excellents élèves, bien intégrés socialement, sans problème de comportement ni de harcèlement scolaire. Les enquêteurs recherchent minutieusement des signes de stress, de disputes récentes, d'éléments inhabituels dans les semaines précédant la disparition, mais rien ne ressort. Les comptes bancaires sont épluchés. Aucun retrait important, aucune transaction suspecte, pas d'achat de billets de train ou d'avion, pas de réservation d'hôtel. Les téléphones fixes et portables ne révèlent aucune communication étrange, aucune menace, aucun appel vers des destinations inconnues. Les photos de la famille sont diffusées dans tous les commissariats de France, les gares, les aires d'autoroute, les hôpitaux. Des témoins affirment avoir vu la BX grise sur plusieurs routes nationales, mais aucun signalement n'est confirmé. L'hypothèse d'un accident de la route est étudiée. Tous les hôpitaux de la région sont contactés, les morgues vérifiées, mais aucun corps correspondant n'est découvert. La forêt de Fontainebleau est passée au peigne fin par des équipes de gendarmes, de pompiers, de bénévoles, accompagnés de chiens pisteurs. Chaque sentier, chaque clairière, chaque zone d'eau est explorée, mais aucune trace de la famille ou de leurs affaires personnelles n'est trouvée. Les journaux locaux titrent « Mystère total, une famille entière volatilisée ».
Fontainebleau sous le choc d'une disparition inexpliquée. Des voyants et médiums contactent spontanément la police, prétendant avoir des visions, mais leurs indications se révèlent infondées. Après 3 mois d'enquête intensive, le dossier commence à stagner. La presse nationale s'empare brièvement de l'affaire, mais sans nouvel élément, l'attention du public se disperse vers d'autres actualités. Les années passent et l'affaire Laurent devient progressivement l'un des mystères les plus troublants de la région parisienne. Chaque 26 juillet, les médias locaux rappellent cette disparition inexpliquée. Les proches organisent des veillées de prière, des affiches avis de recherche restent collées dans les lieux publics, jaunies par le temps, mais entretenues par l'espoir têtu des familles. La maison des Laurent, placée sous séquestre judiciaire, reste fermée, volets clos. Jardin envahi par les herbes folles, devenant peu à peu une maison hantée dans l'imaginaire du quartier. Les enfants du voisinage évitent de passer devant, murmurant des légendes urbaines sur cette famille mangée par la forêt. Les grands-parents de Claire et Lucas, vieillis prématurément par le chagrin, maintiennent un site internet rudimentaire avec les photos de leurs petits-enfants, espérant qu'un internaute reconnaîtra leur visage. Les anniversaires des enfants sont célébrés dans le vide. Leurs chambres restent intactes, leurs jouets poussiéreux figés dans l'attente d'un retour qui ne vient pas. En 1999, une nouvelle équipe arrive à la gendarmerie de Fontainebleau. La commandante Léa Bernard, trentenaire dynamique, spécialisée dans les affaires criminelles non résolues, découvre le dossier Laurent dans les archives. Intriguée par la perfection troublante de cette disparition sans trace, elle décide de reprendre l'enquête à zéro, appliquant les nouvelles méthodes d'investigation criminelle développées dans les années 90. Elle remarque immédiatement un détail négligé. Le caméscope VHS trouvé sur la commode, cassette encore insérée, n'a jamais été formellement visionné par les enquêteurs. Cette cassette, étiquetée « Vacances juillet 92 » de la main de Marc, repose dans les scellés depuis 7 ans. La commandante Bernard se demande si cette bande vidéo, témoin silencieux du dernier jour de la famille, ne recèle pas des indices qui ont échappé à l'investigation initiale. Elle décide de faire expertiser minutieusement cette cassette par les services techniques de la police, convaincue qu'après 7 ans, les techniques d'analyse audiovisuelle permettront peut-être de découvrir des détails invisibles à l'œil nu en 1992. Cette décision va bouleverser toute l'enquête et révéler des éléments que personne n'avait soupçonnés. La cassette VHS est confiée au laboratoire d'analyse audiovisuelle de la préfecture de région, où une équipe de techniciens spécialisés procède à sa numérisation et à son analyse image par image. La bande, bien conservée malgré les années, dévoile d'abord des scènes banales de la matinée du 26 juillet. Le petit déjeuner dans le jardin, Claire qui lit un livre sous le cerisier, Lucas qui joue avec Rex, leur labrador golden, Nadine qui prépare le pique-nique en chantonnant, Marc qui teste les différentes fonctions de sa nouvelle caméra. Mais très vite, des détails troublants émergent de cette apparente normalité. Les techniciens remarquent que Nadine, habituellement détendue selon les témoignages, semble nerveuse, jetant fréquemment des regards inquiets vers le portail d'entrée, comme si elle guettait l'arrivée de quelqu'un. Marc, concentré sur sa caméra, interrompt plusieurs fois son filmage pour consulter discrètement son téléphone portable, fronçant les sourcils à la lecture de messages. Plus troublante encore, une Peugeot 405 blanche passe lentement devant la maison à 3 reprises durant la matinée, ralentissant chaque fois devant le portail des Laurent sans jamais s'arrêter. Le conducteur, partiellement visible, porte des lunettes de soleil et une casquette, rendant son identification difficile. Vers 11h30, la caméra filme par inadvertance, dans le reflet du miroir du salon. Un bref échange entre Marc et un homme en veste sombre que les enquêteurs n'avaient jamais identifié. La conversation semble tendue. L'inconnu gesticule. Marc hoche la tête d'un air résigné. L'ambiance générale de la vidéo devient progressivement oppressante. Les voix se font plus chuchotantes. Les plans sont saccadés. La caméra tremble légèrement dans les mains de Marc. Vers midi, Claire demande plusieurs fois « Papa, on part quand ?» avec une impatience inhabituelle. Lucas, d'ordinaire bavard,
reste silencieux, serrant son ours en peluche. La dernière séquence filmée montre la table dressée pour le déjeuner, mais le repas n'a visiblement pas commencé. On entend un bruit de moteur dans la cour, puis la caméra s'arrête brutalement sur un plan du plafond, comme si Mark l'avait posé précipitamment. Ces détails, insignifiants pris isolément, dessinent ensemble le portrait d'une famille sous pression, attendant résignée un événement redouté. L'analyse technique approfondie de la cassette révèle des éléments encore plus troublants que l'examen initial. Grâce au logiciel de traitement d'images perfectionné, les techniciens parviennent à améliorer la netteté des reflets dans les vitres et à identifier partiellement le numéro d'immatriculation de la Peugeot 405 blanche, 789 WR 77. Les systèmes de reconnaissance vocale permettent d'isoler les conversations chuchotées en arrière-plan du bruit ambiant. On distingue clairement Nadine qui murmure au téléphone « Non, on ne peut pas partir avant. Il a dit qu'il fallait attendre. » Plus tard, elle ajoute d'une voix tremblante « Les enfants ne doivent rien savoir, ils ont assez peur comme ça. » Dans la dernière séquence, amplifiée au maximum, on entend distinctement le bruit d'au moins 2 véhicules qui s'arrêtent simultanément devant la maison. Mark dit rapidement « Ils sont là, Nadine. Prends les enfants. » Sa femme répond « Je ne veux pas qu'ils voient ça. » La caméra, posée à la hâte, continue d'enregistrer le plafond, mais le micro capte des bruits de pas précipités, des portes qui claquent, des moteurs qui démarrent. Plus troublante encore, on entend Claire qui crie « Papa, j'ai peur !» et Lucas qui pleure. Une voix masculine inconnue, autoritaire, lance « Allez-y, vite, tout le monde dehors !» Puis, plus rien. Le silence total pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que la cassette s'arrête. Ces enregistrements sonores, inaudibles en 1992 avec les moyens techniques de l'époque, révèlent que la famille Laurent n'a pas disparu volontairement, mais a été contrainte de quitter son domicile par des individus non identifiés. L'analyse des fréquences vocales suggère au moins 3 voix masculines différentes, outre celle de Mark. La reconstitution audiovisuelle permet d'établir un timing précis. L'enlèvement a duré moins de 10 minutes, entre 12h47 et 12h57, selon l'horloge interne de la caméra. Cette découverte transforme radicalement l'enquête. Il ne s'agit plus d'une disparition mystérieuse, mais d'un kidnapping organisé par un groupe où Mark était apparemment attendu et résigné, témoignant d'une pression antérieure exercée sur la famille. La commandante Bernard lance immédiatement des recherches sur l'immatriculation partielle de la Peugeot et demande l'identification des voix par les services spécialisés. La découverte des enregistrements cachés dans la cassette VHS relance l'enquête avec une intensité inédite. La recherche sur l'immatriculation partielle 789 WR 77 révèle qu'une Peugeot 405 correspondante avait été déclarée volée 3 semaines avant la disparition des Laurent, dans le Val-de-Marne. Cette voiture, retrouvée incendiée dans une décharge industrielle de Seine-et-Marne 2 jours après le 26 juillet, avait été minutieusement nettoyée, ne livrant aucune trace exploitable à l'époque. La coïncidence des dates relance l'intérêt des enquêteurs pour ce véhicule. Parallèlement, la diffusion des extraits audio auprès d'informateurs spécialisés dans le grand banditisme de la région parisienne permet d'identifier une des voix comme appartenant probablement à Gérard Malakoff, un truand connu pour ses activités d'extorsion et de racket dans les années 80-90. Malakoff, décédé en 1995 dans un règlement de compte, ne peut plus être interrogé, mais ses anciens complices sont identifiés et localisés. L'enquête révèle que Mark Laurent, contrairement à l'image d'ingénieur tranquille qu'il donnait publiquement, était secrètement impliqué dans une affaire de détournement de fonds informatiques au sein de son entreprise. Des documents retrouvés dans les archives de sa société révèlent qu'il avait détourné près de 500 000 francs en manipulant les systèmes de paiement, somme qu'il pensait rembourser discrètement avant d'être découvert. Malakoff et son équipe, spécialisés dans le chantage de cadres en difficulté, avaient eu vent de cette fraude et faisaient pression sur Mark depuis plusieurs mois. Les conversations téléphoniques de Mark, réanalysées a posteriori,
révèle plusieurs appels vers des numéros liés au milieu criminel. Sa nervosité croissante, notée par ses collègues dans les semaines précédant la disparition, prend soudain tout son sens. Nadine, selon toute vraisemblance, était au courant de la situation financière de son mari et des menaces qui pesaient sur la famille. Cette révélation bouleverse l'image que les enquêteurs avaient de la famille Laurent. Ils n'étaient pas des victimes innocentes d'un crime aléatoire, mais des personnes prises dans l'engrenage d'une affaire criminelle liée aux agissements de Marc. L'enquête prend une nouvelle direction, se concentrant sur le réseau de Malakoff et ses méthodes pour faire pression sur ses victimes, souvent par l'enlèvement de familles entières utilisées comme monnaie d'échange. L'enquête sur le réseau de Gérard Malakoff ouvre de nouvelles perspectives troublantes. Les archives de la police judiciaire révèlent que, entre 1990 et 1995, au moins 6 familles de cadres supérieurs ont disparu dans des circonstances similaires en région parisienne, toutes impliquées dans des affaires de détournement de fonds ou de fraude informatique. Le mode opératoire était toujours identique. Identification d'un cadre en difficulté financière, chantage progressif, puis enlèvement de la famille entière lorsque la pression ne suffisait plus. Ces familles étaient généralement maintenues en vie dans des lieux de séquestration, utilisées comme garantie pour obtenir des transferts de fonds, des informations confidentielles ou des services. Malakoff dirigeait un réseau sophistiqué comprenant des informaticiens corrompus, des comptables véreux et des malfaiteurs spécialisés dans les enlèvements. Les familles séquestrées étaient souvent déplacées de cache en cache, expliquant pourquoi elles n'étaient jamais retrouvées malgré les recherches. L'analyse des dossiers d'époque révèle que plusieurs de ces disparitions avaient été classées comme départ volontaire ou accident, faute d'éléments probants, alors qu'elles relevaient manifestement de la même organisation criminelle. Les témoignages d'anciens complices de Malakoff, recueillis sous protection judiciaire, confirment l'existence de plusieurs planques dans la région parisienne où les familles étaient détenues. Certains témoins évoquent un pavillon isolé dans la forêt de Sénart, une ferme désaffectée en Seine-et-Marne, et même des appartements discrets dans des banlieues populaires. Ces lieux, identifiés grâce au recoupement des témoignages, sont immédiatement perquisitionnés par les enquêteurs. Dans la ferme de Seine-et-Marne, abandonnée depuis des années, des indices troublants sont découverts, des chaînes scellées dans les murs du sous-sol, des matelas souillés, des jouets d'enfants, et surtout, un agenda où figurent des noms de familles disparues, dont celui des Laurent. L'écriture correspond à celle de Malakoff, selon les experts graphologues. Cette découverte confirme que la famille Laurent a bien été séquestrée dans ce lieu, au moins temporairement. Des analyses ADN sont effectuées sur les traces biologiques trouvées dans la ferme, révélant la présence confirmée de Marc, Nadine, Claire et Lucas. L'enquête révèle également que Malakoff ne gardait généralement pas ses victimes longtemps au même endroit, les déplaçant régulièrement pour éviter les recherches. Cette stratégie explique pourquoi les familles n'étaient jamais retrouvées, même quand les forces de l'ordre se rapprochaient de leurs traces. L'enquête sur les différents lieux de séquestration utilisés par le réseau de Malakoff permet de reconstituer partiellement le parcours de la famille Laurent après leur enlèvement. Les témoignages recueillis et les analyses scientifiques suggèrent que la famille a d'abord été conduite à la ferme de Seine-et-Marne, où elle a séjourné plusieurs semaines. Durant cette période, Marc était contraint de donner des informations sur les systèmes informatiques de son entreprise, permettant au réseau de commettre de nouveaux détournements. Des témoins affirment que Malakoff utilisait la famille comme moyen de pression permanent sur Marc, menaçant de s'en prendre aux enfants si celui-ci ne coopérait pas pleinement. Cette méthode, d'une cruauté extrême, était la spécialité du réseau. Maintenir les familles en vie juste assez longtemps pour maximiser leur utilité, puis les éliminer quand elles devenaient encombrantes. Vers la fin août 1992, selon les témoignages, la famille Laurent aurait été transférée vers un autre lieu de détention, probablement plus éloigné de Paris. L'identification précise de cet endroit reste difficile, les témoins étant contradictoires ou ayant oublié des détails cruciaux après tant d'années. Cependant, plusieurs indices convergent vers une propriété isolée dans l'Yonne, appartenant à un complice de Malakoff. Cette propriété, une ancienne ferme entourée de bois,
était parfaite pour cacher des familles entières sans risquer d'être découvertes. En octobre 1999, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour cette ferme, abandonnée depuis la mort de Malakoff en 1995. La fouille révèle des éléments bouleversants. Dans un puits comblé derrière la ferme, les restes de plusieurs victimes sont découverts, dont ceux de la famille Laurent. L'identification est confirmée par les analyses ADN et les effets personnels retrouvés avec les corps. L'expertise médico-légale révèle que Marc, Nadine, Claire et Lucas ont été exécutés d'une balle dans la tête, probablement au début de l'automne 1992, soit environ 2 mois après leur enlèvement. Cette découverte, bien que tragique, apporte enfin une réponse aux questions qui hantaient les proches depuis 7 ans. La famille Laurent n'a pas souffert pendant des années. Leur calvaire a duré environ 8 semaines, pendant lesquelles Malakoff a exploité les compétences de Marc avant de décider de supprimer tous les témoins gênants. Cette conclusion, aussi douloureuse soit-elle, permet aux grands-parents et aux proches de faire enfin leur deuil et d'honorer dignement la mémoire de Marc, Nadine, Claire et Lucas. La découverte des corps de la famille Laurent et la reconstitution de leur calvaire permettent aux enquêteurs de comprendre l'ampleur véritable du réseau criminel dirigé par Gérard Malakoff. L'analyse des preuves révèle que cette organisation avait sévi pendant plus d'1 décennie, faisant au moins 30 victimes parmi les cadres supérieurs de la région parisienne. Le procès des complices survivants, qui s'ouvre en 2001, révèle des détails glaçants sur les méthodes utilisées: chantage, surveillance, enlèvement, séquestration et finalement exécution des familles entières quand elles ne servaient plus les intérêts du réseau. Les témoignages des anciens complices, devenus témoins protégés, décrivent Malakoff comme un homme d'une cruauté exceptionnelle, capable de tuer des enfants innocents pour protéger ses affaires. Le réseau avait des ramifications dans plusieurs entreprises, des banques et même des services de police, expliquant pourquoi les enquêtes initiales avaient de souvent échoué. Les complices sont lourdement condamnés, peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les plus impliqués, longue peine de prison pour les autres. Le procès fait sensation dans les médias, révélant au grand public l'existence de réseaux criminels capables de faire disparaître des familles entières pendant des années. Les entreprises concernées par les détournements sont contraintes de revoir leur système de sécurité et de surveillance financière. Des mesures sont prises pour mieux protéger les cadres tentés par la fraude, en leur proposant des solutions légales avant qu'ils ne tombent dans les griffes de criminels sans scrupules. L'affaire Laurent devient un cas d'école dans les formations des policiers spécialisés dans les disparitions. Elle illustre l'importance de ne jamais abandonner les enquêtes, même après plusieurs années, et de réexaminer régulièrement les preuves avec les nouvelles technologies disponibles. La cassette VHS, négligée pendant 7 ans, s'avère avoir été l'élément déclencheur qui a permis de résoudre non seulement cette affaire, mais aussi de mettre fin à un réseau criminel qui aurait pu continuer à faire des victimes. Cette découverte souligne également l'importance des preuves technologiques dans les enquêtes criminelles et la nécessité de les conserver précieusement, même quand elles semblent a priori sans intérêt. L'affaire de la famille Laurent, résolue grâce à la persévérance de la commandante Bernard et à l'analyse tardive d'une simple cassette VHS, est devenue un symbole de l'évolution des méthodes d'enquête criminelle en France. Cette histoire tragique a démontré que les preuves peuvent dormir pendant des années dans les archives policières avant de révéler leurs secrets grâce aux progrès technologiques. Aujourd'hui, plus de 20 ans après les faits, l'affaire Laurent est enseignée dans les écoles de police comme exemple de l'importance de la conservation des preuves et de la nécessité de réexaminer périodiquement les dossiers non résolus. La commandante Bernard, aujourd'hui à la retraite, a créé une unité spécialisée dans la réouverture des affaires classées, inspirée directement de son expérience avec l'enquête Laurent. Cette unité, appelée « cellule cassette », en référence à la découverte qui a tout changé, a permis de résoudre plusieurs dizaines d'affaires anciennes grâce à la réanalyse d'éléments négligés. La maison des Laurent, restée longtemps abandonnée, a été transformée en centre de formation pour les enquêteurs spécialisés dans les disparitions. Une plaque commémorative rappelle le sacrifice de Marc, Nadine, Claire et Lucas, victimes innocentes d'un réseau criminel impitoyable.
Chaque année, le 26 juillet, une cérémonie discrète réunit les familles des victimes de Malakoff, les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire et les proches qui n'ont jamais perdu espoir. Cette cérémonie, organisée dans le petit cimetière de Fontainebleau, où repose la famille Laurent, honore leur mémoire et celle de toutes les victimes du réseau. Les grands-parents de Claire et Lucas, aujourd'hui très âgés, ont créé une association d'aide aux familles de personnes disparues, finançant des équipements d'analyse audiovisuelle pour les petites brigades de gendarmerie qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Cette association, Les Voix du Silence, rappelle que parfois, ce sont les preuves les plus discrètes qui parlent le plus fort. L'histoire de la famille Laurent nous enseigne que dans l'obscurité des crimes les plus atroces, une simple cassette vidéo peut apporter la lumière de la vérité, même des années après les faits. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque disparition, il y a des êtres humains qui méritent justice, et que le temps ne doit jamais être un obstacle à la manifestation de cette justice. La mémoire des Laurent continue de vivre dans le travail quotidien des enquêteurs qui, inspirés par leur histoire, n'abandonnent jamais l'espoir de retrouver les disparus et de faire éclater la vérité.